Vous regardez Al 24 News, Madame, Monsieur, bonsoir à la une de l'actualité de ce mardi 20 septembre. Ouverture ce mardi de la 77e session de l'Assemblée des Nations Unies. Durant une semaine, les différentes crises qui touchent le monde, mais aussi le conflit russo-ukrainien, seront sur la table des discussions. Victoire juridique pour le Front Polisario. L'affaire concernant les exportations illégales de produits agricoles venus des territoires sahraouis occupés doit passer entre les mains de la Cour de justice de l'Union européenne, une décision prise par le Conseil d'État français. Les pays du Sahel appelés à diversifier leurs économies afin de limiter l'impact du changement climatique dans cette région de l'Afrique, parmi les plus vulnérables au monde. La région de Kherson et de Zaporijjia annonce un référendum pour une adhésion à la Russie. Le président Vladimir Poutine s'exprime à ce sujet ce soir à la télévision russe. La 77e session de l'Assemblée des Nations Unies se tient à New York cette semaine sur fond d'une multitude de divisions. Antonio Guterres appelle à un effort mondial pour faire face justement aux défis à venir, mais aussi aux crises énergétiques et alimentaires, ainsi qu'à la guerre en Ukraine. Safwan Ben Sabri. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, lance un véritable cri d'alarme, comme un dernier appel à la raison qui ne trouve aucun écho dans une assemblée générale onusienne parsemée de divisions. Nous sommes dans une situation difficile avec un hiver de grogne mondial à l'horizon. La crise du pouvoir d'achat se déchaîne, la confiance s'effrite, les inégalités explosent, notre planète brûle. Les gens souffrent et les plus vulnérables sont les plus affectés. Les dossiers sur la table de l'héritière de la Société des Nations sont multiples. Crise alimentaire, crise énergétique et guerre en Ukraine. Cette dernière a mis en lumière une polarisation du monde jusque-là sous-jacente. Jamais l'ordre international n'a paru aussi atomisé. L'Occident est plus que jamais conscient de son déclin, symbolisé par le repli des États-Unis, désormais incapable de jouer aux gendarmes du monde, et une Europe livrée à elle-même, sans protection militaire et sans ressources énergétiques garanties. Enfin, les pays d'Asie, d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Amérique du Sud forment un groupe hétérogène qui a choisi de ne pas choisir son camp et s'inquiète des conséquences diplomatiques, alimentaires et énergétiques d'une guerre qu'ils n'ont pas déclenchée, mais dont ils souffrent les conséquences, comme de coutume. L'année 2022 est aussi celle du grand retour des risques de famine qui fait ravage au Soudan du Sud et en Éthiopie pour ne citer qu'eux. Mais la grande question reste celle de la pérennité de l'Organisation des Nations Unies, créée en 1945 pour gérer 2 ou 3 crises en même temps. En 2022, la machine onusienne est clairement dépassée par la tournure que prend l'histoire. Pour finir, Vladimir Poutine, grand absent lors de l'Assemblée mais dont l'ombre plane sur l'institution, a déjà appelé à désoccidentaliser l'Organisation des Nations Unies. Mais c'est en réalité l'ordre international qui est visé par le maître du Kremlin. Les efforts consentis par Alger pour la réussite du sommet arabe prévu les 1er et 2 novembre prochains, mis en avant par Ramtan Lamamra lors d'une réunion de concertation des ministres arabes des Affaires étrangères à New York. Ce rendez-vous majeur pour l'Algérie œuvrera à unifier la parole des nations arabes, renforcer leur position sur la scène internationale, mais aussi leur contribution au traitement des défis mondiaux de l'heure. Nariman Zekar. Faire une réussite du sommet arabe le 1er et 2 novembre prochain, c'est l'objectif d'Alger. Ramtan Lamamra, à la tête d'une forte délégation aux travaux de la 77e Assemblée générale de l'ONU, l'a réitéré avec détermination. Le chef de la diplomatie algérienne s'exprimait lors d'une réunion de concentration avec ses homologues arabes, une rencontre à la demande de Nejla Al-Mengouche, la ministre libyenne des Affaires étrangères, actuellement présidente du Conseil ministériel de la Ligue arabe. La cause palestinienne a été largement évoquée lors de cette réunion. Le dossier sera d'ailleurs au cœur du sommet arabe d'Alger avec l'objectif d'unifier les rangs arabes autour du dossier. L'événement à Alger permettra ainsi un nouveau départ vers davantage de complémentarité et de solidarité entre les pays arabes. Lamamra a aussi évoqué à New York avec son homologue libyenne les perspectives de relance du processus pacifique de la crise en Libye et les efforts incessants de l'Algérie dans ce sens.
Dense activité pour le ministre algérien des Affaires étrangères, l'Amamra a aussi participé au sommet sur la transformation de l'éducation à l'initiative du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il survient dans un contexte marqué par les appels de la communauté internationale à l'impératif de remédier aux conséquences engendrées par la pandémie de Covid-19 dans ce secteur précis. L'occasion pour le chef de diplomatie algérienne de mettre en relief les réalisations du système éducatif et universitaire en Algérie. Le pays compte 5 millions de diplômés universitaires et accueille plus de 59 000 étudiants étrangers issus de 60 pays. Le sommet extraordinaire de la CEDEAO, consacré notamment à la question des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet dernier, se tiendra bel et bien ce jeudi 22 septembre en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Selon des sources bissau-guinéennes, la Guinée-Bissau, qui, on le rappelle, assure en ce moment la présidence tournante de la CEDEAO. Et rien ne semble apaiser les tensions donc entre Bamako et Abidjan. Antonio Guterres appelle justement les autorités maliennes à régler la situation des 46 soldats ivoiriens. Le secrétaire général de l'ONU invite les deux parties à dialoguer pour une sortie de crise. Il affirme par là même que les Ivoiriens détenus ne sont pas des mercenaires. Zoom à présent sur les exportations illégales de produits agricoles venus des territoires sahraouis occupés. Une affaire prise en charge par le Conseil d'État français qui affirme que la Cour de justice de l'Union européenne doit prendre en main ce dossier. Une victoire juridique saluée par le Front Polisario et sur laquelle revient Tinhinan Makassi. C'est une victoire non négligeable pour le Sahara occidental qui se bat depuis la signature des accords de libre-échange entre le Maroc et l'Union européenne pour interdire l'exportation de produits agricoles venus des territoires occupés sous le label production marocaine. Tomates, courgettes ou encore melons, cultivés dans les territoires occupés, notamment à Dakhla, envahissent les marchés européens, avec le code-barre commercial 611. Une pratique immorale, mais surtout illégale, puisque selon les textes de droits internationaux, ce qui pousse sur la terre d'un territoire colonisé ne peut être exporté sous le sceau d'une puissance colonisatrice. Un article de loi qui ne semble pas du goût de l'Union européenne, puisque la signature de ces accords de libre-échange s'est faite en 2000, avant d'être amplifiée en 2010. Cette lutte est aussi le cheval de bataille de la Confédération paysanne française, qui se mobilise depuis 2012, dénonçant non seulement la colonisation, mais aussi l'accaparement des terres, des ressources en eau, des semences et des richesses halieutiques. Pour rappel, les territoires du Sahara occidental sont parmi les plus poissonneux au monde. Ceux-ci profitent directement au roi du Maroc à travers le holding royal et ses alliés, à l'instar des entreprises Idil et Azura. Le syndicat français vient de signer sa première bataille gagnée concernant ce bras de fer, puisque le Conseil d'État français vient de se positionner et affirme que la Cour de justice de l'Union européenne doit prendre en main ce dossier. De son côté, le Front Polisario se félicite de cette décision, puisque le peuple sahraoui dénonce sans cesse le pillage de sa terre et l'accaparement de ses richesses. Oubi Boucharaye Béchir, représentant du Front Polisario auprès de l'Union européenne, rappelle ainsi que cette victoire poussera à l'application de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne de 2016, affirmant que le Sahara occidental est un territoire séparé et distinct du Maroc, et que ce dernier n'a pas de souveraineté ou de mandat d'administration sur le territoire. Par conséquent, les accords bilatéraux Union européenne-Maroc ne peuvent légalement affecter le Sahara occidental qu'avec le consentement du peuple du territoire. Et en marge de la 77e session de l'Assemblée des Nations Unies, le Sud-Soudan a annoncé renouer ses relations avec le Sahara occidental. L'unité nationale de recherche dans les crimes terroristes en Tunisie a décidé de reporter l'audition du chef du parti Ennahda, Rached Ghannouchi, convoqué avec l'ex-premier ministre Ali El-Arayed pour une affaire en lien avec l'envoi de terroristes en Syrie et en Irak. Alors que El-Arayed a été interrogé hier pendant de longues heures, Ghannouchi, lui, est rentré chez lui. Il sera finalement interrogé ce mardi.
En Libye, le Conseil présidentiel a organisé à Benghazi, en collaboration avec le Conseil national de planification et l'Université de Benghazi, une table ronde sur le projet de loi sur la réconciliation nationale. Le projet de loi en discussion contribuera à encadrer davantage le chantier de la réconciliation nationale très attendu dans le pays pour consolider la stabilité, le tout en s'appuyant sur une expertise nationale spécialisée dans le domaine juridique. On reste en Afrique. L'Ouganda annonce un premier décès causé par Ebola depuis 2019. Le cas confirmé est un homme de 24 ans qui a présenté des symptômes de la MVE et a ensuite succombé à la maladie. Ce cas provient d'une souche rare venant du Soudan qui n'avait plus été signalée en Ouganda depuis 2012. C'est ce qu'a précisé l'OMS Afrique et qui a également annoncé déployer une équipe et des équipements pour aider dans les investigations et la riposte. Au Sudan, on 15 September. Le 15 septembre, un cas suspect masculin de 24 ans a été signalé à l'hôpital de Mubende. Dans le même village, nous avons obtenu des informations concernant les décès dans la communauté que nos épidémiologistes sont allés vérifier sur place. Je tiens à assurer au public et à la communauté internationale que l'Ouganda est bien connu pour sa capacité à gérer les épidémies. Nous avons donc la capacité, les compétences et ce qu'il faut pour contenir le virus Ebola. Nous vous demandons donc de rester calme et de savoir que nous allons gérer cette épidémie avec précision. Le Nigeria, toujours touché par d'importantes précipitations. Au moins 300 personnes ont perdu la vie dans différents sinistres liés aux inondations depuis le début de l'année. 29 États au total ont subi des crues massives et au moins 500 000 habitants ont été affectés jusqu'à présent. Le Nigeria est également touché par une grave crise alimentaire. Le Fonds central d'intervention d'urgence des Nations Unies a d'ailleurs débloqué 10 millions de dollars pour venir en aide aux victimes de cette crise qui sévit dans le nord-est du pays. Si des mesures immédiates ne sont pas prises, plus de 5000 enfants mourront et ceux qui survivront pourront souffrir de handicap à vie. C'est ce qu'a expliqué Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Et face au changement climatique et autres catastrophes qui touchent la région du Sahel, les pays donc du Sahel sont appelés à diversifier leurs économies. C'est la Banque mondiale qui lance cet appel dans un rapport où l'institution rappelle également l'importance d'une croissance rapide, résiliente et inclusive comme meilleure forme d'adaptation au changement climatique. Naila Hamouda pour les détails. La bande sahélienne est confrontée à une forte hausse de température, plus de sécheresse, d'inondations et de dégradation des terres. Des solutions existent, elles sont fondées sur le recours à l'agroécologie intensive, mais aussi sur la diversification de son économie. C'est ce que préconise la Banque mondiale dans son nouveau rapport. Ce même rapport fournit une feuille de route pour aider les pays du Sahel à accélérer les réformes et les investissements afin de diversifier leurs économies et les rendre plus résilientes, sobres en carbone et inclusives. L'institution internationale a ajouté que le PIB annuel de ces pays pourrait baisser de 12% d'ici 2050. Mais le rapport montre que les besoins de leur financement en matière d'action climatique se chiffrent à plus de 30 milliards de dollars. D'ailleurs, elle met en garde sur le changement climatique. Selon la Banque mondiale, les pays du Sahel pourraient connaître une augmentation des températures de 2 degrés d'ici 2040. L'objectif de la Banque mondiale vise à identifier, prioriser et tirer parti des bénéfices du développement durable et d'une adaptation réussie au changement climatique dans la région d'Afrique. En l'absence de politique d'adaptation de ces changements climatiques et d'investissement, jusqu'à 13,5 millions de personnes pourraient basculer dans la pauvreté d'ici 2050, selon le même rapport. Le réchauffement climatique met en danger tout un continent africain, et particulièrement le Sahel, où les températures sont de plus en plus élevées. En attendant que des réelles actions en faveur du climat soient prises pour sauver et permettre aux populations de faire face contre l'insécurité alimentaire qui se profile à l'horizon et qui risque d'avoir de lourdes conséquences dans les années à venir. Du nouveau, dans le dossier de l'investissement en Algérie, le pays vient de se doter d'un nouveau texte réglementaire. Une nouvelle porte s'ouvre donc aux entreprises
qui souhaite s'y installer. Invité du forum du quotidien Al-Moudjahid, l'expert international en économie Abdelmalek Sarraï a tenu une conférence sur les nouveaux enjeux du marché algérien. Khalden Batash. Les investisseurs étrangers arrivent en force sur le marché algérien. L'expert économique international Abdelmalek Sarraï donne le ton au forum du quotidien Al-Moudjahid dédié à la promotion des investissements en Algérie. De par mes informations, de par ce que je reçois comme écrit, il y a une pléthore, je dis bien une pléthore, de sociétés multinationales d'envergure qui souhaitent venir en Algérie investir. Pas loin qu'hier, j'ai encore eu la confirmation qu'un groupe de Saoudiens à très forte participation financière annonce la couleur. Ils vont arriver au mois d'octobre. Également un groupe très important de financiers émiratis qataris qui viennent. En plus de ce que nous avons déjà reçu par écrit, des propositions à gros financement de la part de sociétés turques d'envergure, mais également de la part de sociétés chinoises que nous avons communiquées d'ailleurs aux membres du gouvernement concernés. Le président d'Algeria Investment Consultant s'est félicité de la promulgation de 8 textes d'application relatifs à la loi sur l'investissement. Il se veut en effet optimiste quant à la relance de l'économie algérienne par le biais de l'investissement étranger, mais surtout local, pour peu que les choses aillent vite sur le terrain. Les textes d'application ne sont sortis qu'hier et aujourd'hui. Les 8 textes d'application, hier le ministre m'a dit qu'il y a 4 textes signés, mais comme nous étions presque 15 heures, apparemment les textes étaient signés, étaient donc communiqués plus tard. Mais aujourd'hui j'ai appris la bonne nouvelle que les 8 textes d'application sont déjà là, donc on va pouvoir respirer. Hormis le principe de stabilité juridique, l'expert a également salué les nombreuses mesures incitatives prévues dans la nouvelle loi, convaincu que cela permettra à l'Algérie d'être beaucoup plus compétitive pour attirer des investissements directs étrangers. On n'a plus de blocage sur le plan réglementaire. Il reste maintenant un autre aspect, c'est le doing business. Il faut qu'on fasse, tout le monde doit travailler pour améliorer la normalité, pour arriver à la normalité de l'investissement, c'est-à-dire les conditions de l'environnement, de tout ce qui est comment on reçoit les gens, comment on les accueille, comment on les informe, comment on leur explique les lois. Abdelmalek Sarraï n'a pas oublié de souligner enfin un paramètre qui, selon lui, pèsera lourd dans la balance au moment d'entrer en compétition avec d'autres pays voisins pour parler aux investisseurs étrangers. La stabilité politique et sécuritaire de l'Algérie et son souci de la promouvoir et de l'étendre à l'ensemble de la région qui l'entoure. Dans l'actualité également, cette annonce faite par les autorités installées par Moscou dans plusieurs régions d'Ukraine concernant la tenue dans l'urgence du 23 au 27 septembre de référendum d'annexion par la Russie, une annexion qui concerne notamment la région de Kherson. Руководство Херсонской области, администрация. Les dirigeants de la région de Kherson ont décidé de préparer et d'organiser un référendum sur l'incorporation de la région de Kherson dans la Fédération de Russie. Nous avons mis le cap sur la réunification avec la Russie et nous ne nous en détournons pas. Sur la base des résultats du référendum, je ferai personnellement appel au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, afin qu'il soit légalement approuvé dès que possible. Et je suis sûr que cette procédure ne prendra pas beaucoup de temps. Et le gouverneur de la partie de la région de Zaporijia occupée par la Russie annonce lui aussi un référendum pour aider à déterminer l'affiliation territoriale de cette région à la Russie. Il déclare que la majorité absolue des citoyens est disposée à participer à ce référendum et que personne ne s'opposera à l'autodétermination. Aujourd'hui, Mélitopol a accueilli un congrès national des citoyens de la région de Zaporijia au cours duquel ses participants ont adopté un appel à l'administration militaro-civile exigeant un référendum sur la question de l'affiliation territoriale de la région. La majorité des citoyens de notre région est prête à participer au référendum pour déterminer le statut de notre terre natale. C'est la volonté des habitants de la région de Zaporijia et personne n'a le droit de s'opposer à notre autodétermination. Et après Kherson et Zaporijia, les régions de Lugansk et de Donetsk ont elles aussi annoncé un référendum pour une affiliation à la Russie. Et le président Vladimir Poutine s'exprime en ce moment même à la télévision à ce propos.
Vladimir Poutine, qui plus tôt dans la journée a accusé l'Union européenne de bloquer le don de 300 000 tonnes d'engrais russes aux pays qui en ont le plus besoin, au moment où Moscou se plaint d'obstacles aux exportations de la part des Occidentaux. Ces politiques touchent également des États parfaitement innocents, notamment les pays en développement et les plus pauvres. Ils sont les premiers à être touchés par les restrictions occidentales sur l'approvisionnement des marchés mondiaux en énergie, en denrées alimentaires et en engrais russes. Et dans ce contexte, le comble du cynisme, c'est que même notre proposition de transférer gratuitement 300 000 tonnes d'engrais russes vers les pays dans le besoin qui ont été bloqués dans les ports européens en raison des sanctions n'est toujours pas reçue de réponse. Il est compréhensible qu'ils ne veulent pas donner de bénéfices à nos entreprises, mais nous voulons donner gratuitement, donner au moins gratuitement aux pays dans le besoin. Mais hélas, il n'y a pas de réponse à cela. Par ailleurs, Moscou s'inquiète des nouveaux combats entre les anciens États soviétiques que sont l'Arménie et l'Azerbaïdjan et appelle ses ennemis historiques à négocier des solutions à leurs différends territoriaux. Je voudrais noter que cette organisation prend des mesures en rapport avec la détérioration de la situation dans la zone frontalière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Une mission spéciale dirigée par le secrétaire général de l'OTSC a été déployée dans la zone de confrontation et chargée d'élaborer des propositions à l'intention du Conseil de sécurité collective sur la base des résultats de l'étude de la situation. Nous pensons que la clé du règlement des questions territoriales litigieuses réside dans un travail professionnel conjoint dans le cadre de la commission bilatérale sur la délimitation de la frontière arméno-azerbaïdjanaise avec l'assistance consultative de la Russie. Vladimir Poutine est également revenu sur les sanctions occidentales qu'il juge illégitimes prises par certains pays en raison du conflit en Ukraine. Une crise ouverte entre la Russie et l'Occident loin de s'estomper, mais peu importe pour le dirigeant russe, la politique étrangère souveraine se poursuivra. Karim Bouaziz. Que ceci soit entendu, poursuivre une politique souveraine, tel est le vecteur dans le futur essentialisant la résolution russe à l'international. Le parterre de la vingtaine d'ambassadeurs lors de la remise de lettres de créance sont prévenus. Aucune allocution de Vladimir Poutine n'est programmée à l'Assemblée de l'ONU cette année. Néanmoins, la rhétorique prononcée par le Russe aurait pu avoir toute sa place lors de la grande messe diplomatique. L'autre accent du discours est mis sur la dénonciation de l'hégémonie américaine pour qui un monde multipolaire irait à l'encontre de leurs intérêts au risque d'augmenter la tension mondiale. Le développement vers la multipolarité se heurte malheureusement à la résistance de ceux qui s'efforcent de garder un rôle hégémonique dans les affaires du monde et de tout contrôler, l'Amérique latine, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Il faut bien le dire, ceux qui sont en position d'hégémonie se portent plutôt bien depuis pas mal de temps. Mais cela ne peut pas continuer ainsi pour toujours. C'est impossible. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d'un discours à Bruxelles, a rappelé de son côté que nul apaisement est à prévoir avec la Russie. Une absence d'apaisement qui risque de se retourner contre le consommateur européen en ce début d'année selon Poutine, tout en mettant en sérieuse vulnérabilité d'autres pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud. Le président russe rappelle que l'UE bloque un don de 300 000 tonnes d'engrais russes destinés aux pays qui en auraient le plus besoin. Des quantités de céréales non négligeables sous forme de dons livrés par la puissance céréalière qu'est la Russie, lesquels trébuchent sur le mur des obstacles occidentaux. L'énergie est aussi concernée par ces blocages. Au-delà, le Kremlin soutient que la plupart des aides seraient orientées vers les pays européens, ce que Kiev dément. Des accords d'Istanbul en juillet dernier, dont le but était de mettre justement les différentes aides en dehors du conflit, essuient de plus en plus de critiques. Des exportations entravées seraient synonymes de sécurité alimentaire mondiale mis au conditionnel, avec pour conséquence une hausse généralisée sur les marchés mondiaux. Et toujours face à un parterre de diplomates, le président russe a notamment salué la position équilibrée de l'Algérie, deuxième partenaire de la Russie en Afrique.
Avec la République d'Algérie, nous entretenons des relations importantes et cela fait 60 ans que nous avons des relations. Nous avons invité le président algérien à venir. L'Algérie est le deuxième partenaire commercial de la Russie en Afrique et cette coopération se poursuit dans différents domaines, notamment en matière technico-militaire et humanitaire. La Russie apprécie la politique équilibrée de l'Algérie au niveau régional et international et nous continuerons à travailler de concert pour renforcer la sécurité en Afrique du Nord, au Proche-Orient et dans la région du Sahel. Désormais, les lumières s'éteindront la nuit sur l'essentiel des autoroutes de Wallonie, une région francophone du sud de la Belgique, afin de réaliser des économies d'énergie. Cette opération est une phase de test qui va s'étaler sur 3 mois dans le but d'économiser de l'énergie tout en préservant la sécurité des usagers. Les lumières seront donc éteintes de 22h à 5h du matin sur les tronçons les moins fréquentés. On est dans une situation où l'énergie est vraiment dans une situation très compliquée, très chère. Tout ce qui peut agir sur la réduction de consommation va aider à faciliter cette situation de crise de l'énergie. Alors évidemment ici c'est un peu impactant pour les usagers, c'est pour ça qu'on se concentre sur la nuit où il y a beaucoup moins d'usagers, beaucoup moins de densité de trafic, puisqu'évidemment la sécurité routière doit absolument être préservée. Et toujours en Belgique, les ministres européens de l'Union européenne se réunissent ce mardi pour discuter de l'état de droit dans un contexte d'éventuelles sanctions contre la Hongrie. Les discussions seront également consacrées aux relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Une nouvelle plainte a été soumise ce mardi au bureau du procureur de la Cour pénale internationale dans la ville néerlandaise de La Haye contre l'assassinat par l'armée sioniste de la journaliste de la chaîne Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, tombée en martyr en mai dernier. Shirin Abu Akleh, 51 ans, avait été exécutée le 11 mai dernier par un tiers de l'armée de l'occupation sioniste alors qu'elle couvrait des affrontements dans les camps de Jénine en Cisjordanie occupée, tandis que son collègue Ali Samoudi avait été blessé. Son exécution a suscité de vives condamnations palestiniennes et de la communauté internationale. Les institutions et les organisations des droits de l'homme ont également dénoncé ce crime odieux, tenant l'occupation sioniste pleinement responsable. L'entité sioniste qui n'a aucune limite. Ce mardi encore, des dizaines de colons ont pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa à Al-Quds occupée sous la protection des forces d'occupation sionistes. En groupe, les colons ont envahi la mosquée sainte du côté de la porte des Maghrébins, effectuant des tours de provocation dans ces esplanades. Au moins 15 personnes, dont un enfant et 3 femmes, ont été tuées lors de fortes pluies de mousson au cours des dernières 24 heures au Pakistan. Les décès ont tous eu lieu dans la même province méridionale du Sindh. 21 123 maisons ont été détruites et 13 813 têtes de bétail ont péri dans différentes régions du Pakistan. Le nombre de victimes de ces pluies et de mousson et des inondations est passé à environ 1559 ainsi que 12 850 blessés. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et Twitter. Il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Très bonne soirée sur Al24 News.